Imagine cette situation. Il est 23 heures, tu éteins la lumière après une journée bien remplie. Tu t'endors vers 23h30 et ton réveil sonne à 6h30. 7 heures de sommeil. Exactement ce que recommandent tous les experts. Tu as suivi toutes les règles, pas de caféine après 16 heures, écran éteint 1 heure avant le coucher, même quelques exercices de respiration pour te détendre. Et pourtant, quand ce maudit réveil résonne, tu te sens comme si un camion t'était passé dessus. Tes paupières pèsent 1 tonne, ton esprit est dans le brouillard, et la première pensée qui traverse ton cerveau embrumé, c'est « Où est mon café ?» Tu traînes jusqu'à la cuisine comme un zombie, espérant que la caféine va miraculeusement transformer ton état végétal en quelque chose qui ressemble à un être humain fonctionnel. Cette scène te dit quelque chose ? Tu n'es pas seul. Des millions de personnes vivent d'exactement la même frustration chaque matin. Nous respectons les conseils des experts, nous dormons le nombre d'heures recommandées, et pourtant, nous nous réveillons épuisés, irritables et dépendants de stimulants pour simplement fonctionner. Mais voici où l'histoire devient fascinante. À des milliers de kilomètres de là, au Japon, quelqu'un d'autre vient de se réveiller après exactement les mêmes 7 heures de sommeil. Sauf que cette personne ouvre les yeux naturellement, s'étire calmement et commence sa journée avec une énergie stable et une clarté mentale remarquable. Pas de café obligatoire, pas de sensation de gueule de bois du sommeil, pas de cette léthargie matinale qui nous colle à la peau pendant des heures. Alors qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce que les Japonais ont découvert une formule secrète ? Ont-ils des gènes spéciaux qui leur permettent d'optimiser leur récupération nocturne ? Ou est-ce que nous, dans nos sociétés occidentales, nous nous y prenons tout simplement mal ? Bienvenue sur cette chaîne où nous transformons les découvertes scientifiques complexes en stratégies simples et applicables. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère fascinant. Comment les habitudes de sommeil japonaises permettent de transformer 6 à 7 heures de repos en une récupération profonde et complète, alors que beaucoup d'entre nous dormons 8 à 9 heures et nous réveillons encore comme des morts vivants. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui ne nécessite ni déménagement à Tokyo, ni achat d'un matelas hors de prix importé du Japon. J'ai passé des mois à éplucher les recherches scientifiques, les études culturelles et les pratiques traditionnelles japonaises pour extraire les éléments les plus puissants et les plus applicables à notre mode de vie occidental. Dans cette vidéo approfondie, je vais vous révéler 7 habitudes japonaises, chacune validée par des recherches neuroscientifiques modernes, qui peuvent radicalement transformer la qualité de votre sommeil et votre énergie matinale. Et le plus beau dans tout ça, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dès ce soir. Section 1. La science du refroidissement nocturne, transformer sa chambre en sanctuaire du sommeil. Commençons par révéler le premier secret qui pourrait bien révolutionner vos nuits. La température. Une étude monumentale menée par l'Institut de recherche sur le sommeil de Tokyo, portant sur plus de 2000 foyers japonais pendant une période de 2 ans, a révélé des données surprenantes. La température moyenne des chambres japonaises pendant la nuit oscille entre 12 et 15 degrés Celsius, avec une moyenne de 13,2 degrés Celsius. Maintenant, comparons cela avec nos habitudes occidentales. En France, aux États-Unis et dans la plupart des pays européens, nous dormons généralement dans des chambres maintenues entre 20 et 22 degrés. Certains montent même jusqu'à 24 degrés en hiver, pensant que le confort thermique équivaut à un meilleur sommeil. Mais nous avons tout faux. Cette différence de température n'est pas anecdotique, elle est fondamentale. Et pour comprendre pourquoi, nous devons plonger dans la neurobiologie du sommeil. Le Dr Matthew Walker, directeur du Center for Human Sleep Science à l'Université de Berkeley et auteur du livre révolutionnaire Why We Sleep, explique que pour entrer dans les phases de sommeil profond les plus réparatrices, notre cerveau doit obligatoirement baisser sa température interne de 2 à 3 degrés Celsius. Ce processus de refroidissement n'est pas optionnel, c'est un mécanisme biologique essentiel. Votre cerveau utilise ce signal thermique comme un chronomètre interne. Quand la température corporelle commence à chuter, votre hypothalamus, le centre de contrôle de votre cerveau, interprète ce signal comme le moment d'activer les systèmes de sommeil. Mais voici le problème. Si votre environnement est trop chaud, votre corps lutte constamment contre ce refroidissement naturel.
Imaginez essayer de refroidir un moteur de voiture en plein soleil d'été. C'est exactement ce que fait votre cerveau quand vous dormez dans une chambre trop chaude. Il gaspille une énergie précieuse à essayer de maintenir ce processus de refroidissement essentiel. Les conséquences sont dramatiques. Des études de polysomnographie, l'examen du sommeil le plus précis disponible, montrent que les personnes dormant dans des environnements trop chauds passent significativement moins de temps en sommeil profond et en sommeil REM. Ces phases sont pourtant cruciales. Le sommeil profond consolide la mémoire et répare les tissus, tandis que le sommeil REM traite les émotions et stimule la créativité. Au contraire, une chambre fraîche agit comme un accélérateur naturel de ces processus. Le docteur Huss van Sommeren, du Netherlands Institute for Neuroscience, a découvert que même une baisse de température de 1 degré peut augmenter la quantité de sommeil profond de 13%. 13%! C'est comme gagner 1 heure de sommeil réparateur supplémentaire sur une nuit de 8 heures. Mais les Japonais vont encore plus loin. Ils ne se contentent pas de baisser la température, ils créent un environnement optimal de plusieurs façons. Beaucoup utilisent des climatiseurs programmés pour maintenir une température constamment fraîche, mais ils combinent cela avec des techniques de circulation d'air. Les maisons japonaises traditionnelles sont conçues avec des systèmes de ventilation naturels qui permettent à l'air frais de circuler constamment. Une autre pratique fascinante est l'utilisation de textiles spécialement conçus pour évacuer la chaleur corporelle. Les draps en bambou, par exemple, sont 3 fois plus respirants que le coton traditionnel. Certains Japonais utilisent également des thés d'oreiller en soie, qui non seulement évacuent la chaleur, mais restent fraîches au toucher toute la nuit. Maintenant, appliquons ces découvertes à votre situation. Ce soir même, vous pouvez commencer à transformer votre chambre en sanctuaire du sommeil à la japonaise. L'objectif ? Maintenir votre chambre entre 16 et 18 degrés Celsius. Je sais que cela peut sembler froid au début, surtout si vous avez l'habitude de dormir dans des environnements plus chauds, mais votre corps s'adaptera rapidement. Si vous vivez dans un climat chaud ou si vous n'avez pas de climatisation, voici des alternatives efficaces. Utilisez un ventilateur orienté vers le mur plutôt que directement sur vous. Cela crée une circulation d'air sans créer de courant direct qui pourrait vous réveiller. Ouvrez vos fenêtres stratégiquement, fermez les volets aux rideaux pendant la journée pour empêcher la chaleur de s'accumuler, puis ouvrez grand 1 heure avant de vous coucher pour évacuer la chaleur résiduelle. Une technique japonaise particulièrement ingénieuse est l'utilisation d'un brumisateur rempli d'eau fraîche. Vaporisez légèrement vos draps 30 minutes avant de vous coucher. L'évaporation créera un effet rafraîchissant naturel. Vous pouvez aussi placer une bouteille d'eau glacée sous vos pieds pendant quelques minutes avant de dormir. Les pieds contiennent de nombreux vaisseaux sanguins proches de la surface et les refroidir aide à baisser la température corporelle générale. L'investissement en vaut la peine. Pensez à votre chambre non pas comme un simple lieu de repos, mais comme un laboratoire de récupération optimisé. Chaque degré compte, chaque détail a son importance. Vous n'êtes pas un lézard qui a besoin de chaleur pour fonctionner, vous êtes un mammifère dont le cerveau a évolué pour se réparer dans la fraîcheur. Section 2. La révolution du soutien. Pourquoi la fermeté surpasse le moelleux? Passons maintenant au deuxième pilier du sommeil japonais, la surface de sommeil. Et ici, nous devons faire face à une vérité inconfortable qui va à l'encontre de décennies de marketing occidental sur le confort ultime. Nous avons été conditionnés à croire que le summum du luxe, c'est de s'enfoncer dans un matelas moelleux comme dans un nuage. Les publicités nous montrent des personnes disparaissant littéralement dans des matelas si mous qu'on pourrait y perdre ses clés. Nous associons mollesse avec confort et confort avec qualité de sommeil. Mais votre colonne vertébrale, elle, raconte une histoire complètement différente. Au Japon, une grande partie de la population dort encore sur des futons traditionnels, des matelas fins et fermes posés directement sur des tatamis, ces mattes de paille tressée qui constituent le sol traditionnel japonais. À première vue, cela peut sembler spartiate, voire inconfortable pour nous, occidentaux, habitués à nos matelas épais et moelleux. Mais la science moderne nous révèle que cette tradition millénaire est en fait parfaitement alignée avec les besoins physiologiques de notre corps. Le docteur Bert Jacobson, spécialiste en médecine du sommeil à l'Oklahoma State University, a mené une étude révolutionnaire comparant les effets de différents types de matelas sur la qualité de sommeil. Les résultats ont bouleversé les idées reçues. Les participants dormant sur des surfaces fermes présentaient 42% moins de micro-réveils nocturnes et rapportaient une amélioration significative de la qualité de leur sommeil en seulement 2 semaines. Mais pourquoi ? La réponse réside dans l'alignement spinal et la biomécanique du sommeil. Votre colonne vertébrale possède des courbes naturelles. Une courbure cervicale au niveau du cou, une courbure thoracique au milieu du dos et une courbure lombaire dans le bas du dos. Ces courbes ne sont pas accidentelles.
Elles permettent une distribution optimale du poids corporel et maintiennent l'espace nécessaire pour le système nerveux. Quand vous dormez sur une surface trop molle, votre corps s'enfonce de manière inégale. Vos hanches plus lourdes s'enfoncent plus profondément que vos épaules, créant une torsion de la colonne vertébrale. Cette torsion comprime les nerfs, réduit la circulation sanguine et force vos muscles à travailler toute la nuit pour essayer de maintenir un alignement correct. Le résultat ? Votre corps ne se repose jamais vraiment. Même si vous dormez 8 ou 9 heures, vos muscles posturaux restent contractés, votre circulation est compromise et vous vous réveillez avec des tensions, des douleurs et cette sensation frustrante d'avoir passé la nuit à vous battre avec votre lit plutôt qu'à récupérer. Une surface ferme, au contraire, agit comme une base stable qui permet à votre colonne vertébrale de maintenir ses courbes naturelles. Vos muscles peuvent enfin se relâcher complètement, votre circulation sanguine s'améliore et votre système nerveux peut fonctionner sans compression ni interférence. Les Japonais ont affiné cette science au fil des siècles. Les tatamis ne sont pas seulement fermes, ils offrent une fermeté intelligente. La paille tressée crée une surface qui soutient uniformément le corps, tout en permettant une microcirculation d'air qui aide à réguler la température. C'est comme dormir sur un système de soutien naturel parfaitement calibré. Mais la fermeté seule ne suffit pas. C'est la combinaison fermeté plus alignement qui fait la magie. Les futons japonais sont généralement plus fins que nos matelas occidentaux, généralement entre 5 et 10 cm d'épaisseur. Cette finesse force le corps à maintenir un alignement naturel plutôt que de s'adapter à la forme du matelas. Des études récentes menées par l'université de Harvard sur la biomécanique du sommeil ont confirmé ces bénéfices. Les chercheurs ont utilisé des capteurs de pression et des analyses de mouvement pour étudier comment différentes surfaces affectent le sommeil. Leurs conclusions sont sans appel. Les surfaces fermes réduisent les points de pression jusqu'à 60%, diminuent les changements de position nocturne de 35% et améliorent la qualité du sommeil profond. Maintenant, comment adapter ces découvertes à votre situation actuelle ? Vous n'avez pas forcément besoin de jeter votre matelas et de dormir sur le sol, bien que certaines personnes trouvent cette transition bénéfique. Commencez par évaluer votre matelas actuel. Un test simple, allongez-vous sur le dos et demandez à quelqu'un de glisser sa main sous le creux de votre dos. Si la main passe facilement, votre matelas est probablement trop mou et ne soutient pas correctement votre courbure lombaire. Si votre matelas est trop mou, plusieurs solutions s'offrent à vous. La plus simple, ajoutez un surmatelas ferme. Attention, pas un surmatelas moelleux qui ne ferait qu'aggraver le problème, mais un surmatelas de soutien, généralement en latex naturel ou en mousse haute densité. Ces matériaux offrent la fermeté nécessaire, tout en conservant un minimum de confort superficiel. Une alternative encore plus simple, dormez temporairement sur le sol avec juste un futon fin ou même des couvertures pliées. Beaucoup de mes clients sont sceptiques au début, mais après quelques nuits d'adaptation, ils rapportent une amélioration spectaculaire de la qualité de leur sommeil et une disparition des douleurs matinales. Pour ceux qui veulent aller plus loin, investir dans un vrai futon japonais peut être révolutionnaire. Contrairement aux futons vendus en Occident, qui sont généralement juste des matelas pliables moelleux, les vrais futons japonais sont remplis de coton naturel compressé ou de latex ferme. Un aspect souvent négligé, la position de sommeil. Les surfaces fermes encouragent naturellement le sommeil sur le dos, qui est la position optimale pour l'alignement spinal et la respiration. Si vous dormez habituellement sur le côté, une surface ferme avec un oreiller adapté peut maintenir un excellent alignement. L'adaptation peut prendre quelques nuits. Votre corps s'est habitué à compenser les défauts de votre ancienne surface de sommeil. Pendant cette période de transition, vous pourriez ressentir quelques courbatures. C'est normal, vos muscles apprennent à se relâcher dans des positions qu'ils avaient oubliées. Mais les bénéfices valent largement cette courte période d'adaptation. Imaginez vous réveiller sans tension dans le dos, sans raideur cervicale, avec une sensation de récupération complète. C'est exactement ce que rapporte la majorité des personnes qui font cette transition vers un soutien ferme. Section 3. Le rituel thermique, la magie du bain chaud suivi de fraîcheur. Abordons maintenant l'une des pratiques japonaises les plus sophistiquées et scientifiquement fascinantes, l'ofuro, ou le rituel du bain chaud pré-sommeil. Cette pratique peut sembler contre-intuitive après ce que nous venons d'apprendre sur l'importance de la fraîcheur pour le sommeil. Mais elle révèle en fait une compréhension profonde des mécanismes physiologiques qui régissent notre transition vers le repos. L'ofuro n'est pas simplement un bain, c'est un protocole précis de préparation au sommeil qui exploite les rythmes naturels de notre température corporelle pour optimiser l'endormissement et la qualité du repos.
Cette tradition, vieille de plusieurs siècles, s'avère être parfaitement alignée avec les plus récentes découvertes de la chronobiologie, la science des rythmes biologiques. Pour comprendre la brillance de cette technique, nous devons d'abord saisir comment fonctionne notre thermostat interne. Notre température corporelle suit un cycle circadien précis. Elle monte progressivement dans la journée, atteint son pic en fin d'après-midi, généralement entre 17h et 19h, puis commence à décliner vers le soir. Cette baisse de température est l'un des signaux les plus puissants que notre cerveau utilise pour déclencher les processus d'endormissement. Mais voici où l'eau-fourreau devient génial. En élevant artificiellement votre température corporelle avec un bain chaud, vous amplifiez la chute thermique qui suit. C'est comme créer une pente plus raide sur laquelle votre température corporelle peut glisser vers le sommeil. Le docteur Shahab Agayek de l'Université du Texas a mené une méta-analyse de 5322 études sur les effets thermiques et le sommeil. Ses conclusions sont remarquables. Un bain chaud de 40-42 degrés, pris 1 à 2 heures avant le coucher, peut réduire le temps d'endormissement de 36% et améliorer la qualité subjective du sommeil de 15%. Mais la température et le timing sont cruciaux. Trop chaud, plus de 43 degrés, et vous risquez de surstimuler votre système nerveux. Trop proche du coucher, moins d'1 heure, et votre température corporelle n'aura pas le temps de redescendre suffisamment. Les Japonais ont intuitivement trouvé la formule parfaite. 40 degrés Celsius pendant 15-20 minutes, 90 minutes avant de se coucher. L'effet physiologique est spectaculaire. Dans les minutes qui suivent votre sortie du bain, vos vaisseaux sanguins dilatés commencent à évacuer massivement la chaleur de votre corps vers la surface de la peau, puis vers l'environnement. Cette évacuation de chaleur déclenche une cascade de réactions. Votre système nerveux parasympathique s'active. C'est le système repos et récupération. Votre production de mélatonine s'accélère et votre cerveau commence à ralentir son activité. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe avec une douche froide, qui stimule le système sympathique et augmente la vigilance. L'eau-fourreau exploite le rebond thermique naturel pour créer un état de somnolence profonde et naturelle. Mais les Japonais ne s'arrêtent pas là. L'eau-fourreau est également un rituel de transition psychologique. Dans la culture japonaise, le bain du soir marque une séparation claire entre les préoccupations de la journée et la préparation au repos. C'est un moment de méditation active, où l'esprit peut commencer à se détacher des stress quotidiens. Cette dimension psychologique n'est pas anecdotique. Des études en neurosciences montrent que notre cerveau a besoin de signaux de transition clairs pour passer d'un état d'activité à un état de repos. Sans ces signaux, nous restons dans un état d'activation mentale qui retarde l'endormissement et diminue la qualité du sommeil. L'eau chaude a également un effet direct sur nos muscles et notre système musculo-squelettique. La chaleur augmente la circulation sanguine, ce qui aide à évacuer les toxines métaboliques accumulées dans les muscles pendant la journée. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent cette sensation de détente profonde et de relâchement musculaire après un bain chaud. De plus, la flottabilité partielle de l'eau réduit la pression sur les articulations et permet aux muscles posturaux de se relâcher complètement. Quelque chose qui n'arrive normalement qu'en position allongée. C'est comme offrir à votre corps une récupération anticipée avant même de vous coucher. Maintenant, comment adapter cette pratique à votre routine occidentale ? L'idéal serait d'avoir accès à un bain, mais même une douche chaude peut être efficace si elle est utilisée correctement. Pour le bain, remplissez votre baignoire d'eau à 40-42 degrés Celsius. Utilisez un thermomètre de bain pour être précis. Restez immergé 15 à 20 minutes, suffisamment pour élever votre température corporelle, mais pas assez pour vous épuiser. Ajoutez des sels d'Epsom, sulfate de magnésium, pour amplifier l'effet relaxant. Le magnésium est absorbé par la peau et aide à relâcher le système nerveux. Pour la douche, orientez le jet vers votre nuque et vos épaules pendant 5 à 10 minutes. Cette zone contient de nombreux vaisseaux sanguins proches de la surface, ce qui maximise l'absorption de chaleur. Terminez par 30 secondes d'eau tiède, pas froide, pour commencer le processus de refroidissement. Le timing est crucial. Planifiez votre bain-douche pour qu'il se termine exactement 90 minutes avant votre heure de coucher cible. Si vous voulez dormir à 23 h, sortez de l'eau à 21 h afin de pouvoir être au coucher à 23 h exactement.
Cette fenêtre de 90 minutes permet à votre température corporelle de suivre sa trajectoire descendante optimale. Après le bain, maximisez l'effet de refroidissement. Séchez-vous sans frotter énergiquement, enfilez des vêtements légers et respirants et dirigez-vous vers votre chambre fraîche. Évitez les activités qui pourraient faire remonter votre température. Pas d'exercice, pas de ménage énergique, pas de discussion animée. Certaines personnes amplifient l'effet en buvant un verre d'eau fraîche, pas glacée, après le bain, ce qui aide le refroidissement interne. D'autres utilisent des techniques de respiration qui favorisent le refroidissement, des inspirations longues et des expirations encore plus longues qui activent le système parasympathique. Une variante intéressante pratiquée par certains Japonais, alterner zones chaudes et fraîches. Après le bain chaud, ils passent quelques minutes dans une pièce plus fraîche avant de retourner brièvement dans la salle de bain chaude, créant plusieurs cycles de dilatation-contraction vasculaire qui amplifient l'effet global. L'eau furo peut également être personnalisée avec des huiles essentielles aux propriétés sédatives. La lavande, classique mais efficace, la camomille ou l'ylang-ylang. Quelques gouttes suffisent. L'objectif est de créer un environnement olfactif positif avec la relaxation, pas de créer un environnement surstimulant. Cette pratique devient particulièrement puissante quand elle fait partie d'une routine régulière. Votre corps apprend à anticiper le processus de refroidissement et commence à préparer l'endormissement dès que vous entrez dans le bain. C'est un conditionnement physiologique qui renforce l'efficacité de la technique avec le temps. Section 4. Révolution mentale. Changer notre rapport à la fatigue. Nous arrivons maintenant à un aspect plus subtil mais fondamental du sommeil japonais, la philosophie culturelle autour de la fatigue et du repos. Cette différence d'approche mentale peut sembler moins tangible que les aspects techniques que nous avons explorés, mais elle a des implications profondes sur la qualité réelle du sommeil. En Occident, nous avons développé une relation profondément dysfonctionnelle avec la fatigue. Notre culture glorifie l'épuisement. Nous parlons de grind culture, de hostile mindset. Nous nous vantons de dormir peu, de travailler tard, de repousser nos limites physiques et mentales comme si c'était un badge d'honneur. La fatigue est devenue un symbole de productivité et le repos une forme de faiblesse ou de paresse. Cette mentalité crée un stress psychologique énorme autour du sommeil. Quand nous ressentons de la fatigue, au lieu de la combattre avec de la caféine, nous culpabilisons de ne pas être assez forts. Nous nous inquiétons de notre productivité du lendemain. Ce stress mental active notre système nerveux sympathique. Exactement l'inverse, ce dont nous avons besoin pour nous endormir paisiblement. Au Japon, la perspective est radicalement différente. La fatigue y est perçue comme un indicateur honorable d'effort et de dévouement. Si quelqu'un vous dit « tu as l'air fatigué », ce n'est pas une critique, c'est presque un compliment qui reconnaît votre engagement et votre travail acharné. Plus fascinant encore, l'inemuri, littéralement présent en temps dormant. Cette pratique sociale acceptée permet aux gens de faire de courtes siestes en public, dans les trains, au bureau, même pendant des réunions. Sans jugement social. L'inemuri n'est pas perçu comme de la paresse, mais comme la preuve que la personne travaille si dur qu'elle a besoin de récupérer, même dans des moments normalement dédiés à d'autres activités. Cette acceptation culturelle de la fatigue et du besoin de récupération a des effets physiologiques mesurables. Quand vous acceptez votre fatigue au lieu de la combattre, votre système nerveux peut naturellement passer en mode repos et récupération. Au contraire, quand vous résistez à la fatigue, vous maintenez votre corps dans un état de stress qui rend l'endormissement difficile et fragmente le sommeil. Le docteur Sarah Mednick, spécialiste du sommeil à l'UCA San Diego, a étudié comment les attitudes mentales affectent la physiologie du sommeil. Ces recherches montrent que les personnes qui acceptent leur fatigue avec bienveillance produisent 23% plus de mélatonine le soir et s'endorment 40% plus rapidement que celles qui combattent leur état de fatigue. Cette différence d'attitude se manifeste également dans l'approche du réveil nocturne. En Occident, si nous nous réveillons à 3 heures du matin, nous paniquons immédiatement. « Oh non, je ne vais pas assez dormir, je vais être fatigué demain, j'ai cette présentation importante. » Cette anxiété déclenche une cascade de cortisol et d'adrénaline qui rend le rendormissement quasiment impossible.
Les Japonais ont une approche plus zen de ces réveils nocturnes. Ils pratiquent souvent une forme de méditation, appelée zazen allongé. Rester calme, observer leurs pensées sans jugement, et faire confiance à leur corps pour se rendormir naturellement. Cette acceptation réduit l'activation du système nerveux et facilite le retour au sommeil. Une autre différence cruciale, l'attitude envers le sommeil parfait. Nous nous mettons une pression énorme pour avoir 8 heures de sommeil ininterrompu chaque nuit. Si nous dormons moins ou si notre sommeil est fragmenté, nous considérons cela comme un échec. Cette pression crée une anxiété de performance autour du sommeil qui, ironiquement, nuit à la qualité du repos. La perspective japonaise est plus flexible et réaliste. Ils reconnaissent que les besoins de sommeil varient selon les individus, les saisons, les périodes de vie et les circonstances. Au lieu de s'acharner sur un nombre d'heures fixes, ils écoutent les signaux de leur corps et s'adaptent en conséquence. Cette flexibilité mentale se traduit par des stratégies concrètes. Si une nuit a été courte ou agitée, plutôt que de s'inquiéter ou de surcompenser avec des excitants, ils s'accordent une sieste récupératrice ou se couchent plus tôt le soir suivant. Ils voient le sommeil comme une ressource à gérer sur plusieurs jours, plutôt que comme une performance à réussir chaque nuit. Comment pouvez-vous commencer à transformer votre propre relation à la fatigue et au sommeil ? Premièrement, développez une conscience corporelle bienveillante. Quand vous ressentez de la fatigue, au lieu de la juger ou de la combattre, prenez un moment pour la reconnaître. Je ressens de la fatigue, c'est le signal que mon corps a travaillé et qu'il a maintenant besoin de récupération. Cette fatigue est naturelle et honorable. Deuxièmement, pratiquez l'acceptation active des imperfections du sommeil. Si vous vous réveillez la nuit, résistez à l'impulsion de regarder l'heure ou de calculer combien d'heures de sommeil il vous reste. À la place, pratiquez une respiration lente et profonde en vous répétant « Mon corps sait comment dormir. Je peux lui faire confiance ». Troisièmement, redéfinissez ce qu'est un bon sommeil. Au lieu de vous focaliser uniquement sur la quantité d'heures, évaluez la qualité de votre récupération. Vous sentez-vous reposé au réveil ? Avez-vous de l'énergie stable dans la journée ? Votre humeur est-elle équilibrée ? Ces indicateurs sont souvent plus révélateurs qu'un simple décompte d'heures. Quatrièmement, transformez votre dialogue interne. Remplacez « Je dois absolument dormir 8 heures, sinon je serai nul demain » par « Je vais offrir à mon corps les meilleures conditions de récupération possibles et lui faire confiance pour utiliser ce temps optimalement ». Cette transformation mentale peut sembler subtile, mais ses effets sont puissants. Quand vous arrêtez de lutter contre votre fatigue et commencez à la respecter, votre système nerveux peut enfin se détendre. Quand vous cessez d'angoisser sur votre sommeil et commencez à lui faire confiance, vous créez les conditions psychologiques optimales pour un repos profond et réparateur. Section 5. L'art de la micro-récupération. Maîtriser la sieste stratégique. L'une des innovations les plus brillantes de l'approche japonaise du sommeil est leur maîtrise de la micro-récupération, particulièrement à travers l'art de la sieste courte. Alors que dans nos cultures occidentales, faire une sieste en journée est souvent perçu comme un signe de paresse ou un aveu de faiblesse, les Japonais ont développé une science précise de la récupération diurne qui complète et optimise leur sommeil nocturne. Cette approche révolutionnaire remet en question l'un des dogmes les plus tenaces de notre culture du sommeil, l'obsession des 8 heures consécutives. Les Japonais ne sont pas obsédés par un nombre d'heures fixe. À la place, ils privilégient l'efficacité et la récupération optimale, en comprenant que parfois, 6-7 heures de sommeil nocturne de qualité complétées par une sieste stratégique peuvent être plus réparatrices que 8-9 heures de sommeil fragmenté et de mauvaise qualité. La science moderne confirme cette intuition. Le docteur Sarah Mednick, dans ses recherches révolutionnaires sur le sommeil diurne, a découvert que les siestes de 20 minutes déclenchent des processus neurologiques spécifiques qui boostent les performances cognitives, améliorent la consolidation de la mémoire et restaurent la vigilance de manière plus efficace que la caféine, et ce, sans les effets secondaires négatifs. Mais attention, toutes les siestes ne sont pas égales. La durée est absolument cruciale, et c'est là que la précision japonaise brille. Une sieste de 10 minutes est trop courte pour déclencher les processus de récupération profonde. Une sieste de 30 minutes ou plus vous fait entrer dans les phases de sommeil profond et vous réveiller de ces phases crée cette sensation désagréable de gueule de bois du sommeil, la grogginess qui peut durer des heures.
La zone magique se situe entre 15 et 25 minutes avec un optimum à 20 minutes exactement. Cette durée permet d'accéder aux phases 1 et 2 du sommeil léger où se produisent des processus neurologiques fascinants. Consolidation des souvenirs à court terme, évacuation des toxines métaboliques du cerveau et restauration des neurotransmetteurs essentiels comme la dopamine et la sérotonine. Les Japonais ont également perfectionné le timing de ces micro-siestes. La fenêtre optimale se situe entre 13 et 15 heures, période où notre rythme circadien naturel présente un creux d'énergie, ce fameux coup de barre de l'après-midi que nous combattons généralement avec du café. Au lieu de lutter contre ce rythme naturel, ils l'exploitent intelligemment. Cette approche s'appuie sur une compréhension profonde de la chronobiologie. Notre corps suit des rythmes ultradiens, des cycles de 90 minutes qui se répètent tout au long de la journée et de la nuit. Entre 13 et 15 heures, nous traversons naturellement un de ces creux, où notre température corporelle baisse légèrement et notre vigilance diminue. C'est le moment idéal pour une micro-récupération. Mais les Japonais ne se contentent pas de dormir n'importe comment. Ils ont développé des techniques spécifiques pour maximiser l'efficacité de ces courtes siestes. La coffee nap ou sieste café en est un exemple brillant. Boire rapidement un café juste avant de faire une sieste de 20 minutes, la caféine met environ 20 minutes à faire effet, donc vous vous réveillez naturellement au moment où elle commence à agir, créant une synergie parfaite entre récupération naturelle et stimulation chimique. L'environnement de la sieste est également crucial. Les Japonais créent des conditions optimales même dans des espaces non dédiés. Masque pour les yeux, bouchon d'oreille, position légèrement surélevée, pas complètement allongée, ce qui pourrait déclencher un sommeil plus profond. Certains utilisent des applications de bruit blanc ou des sons de nature pour masquer les distractions environnementales. Une technique particulièrement sophistiquée est la sieste préventive. Faire une micro-sieste, même quand on ne se sent pas particulièrement fatigué, mais en anticipation d'une période d'activité intense. C'est comme faire le plein d'énergie avant un long voyage. Cette approche proactive de la récupération permet de maintenir des performances optimales, même lors de journées très exigeantes. La régularité est également importante. Les Japonais qui pratiquent la sieste le font généralement à la même heure chaque jour, créant un rythme circadien secondaire que leur corps apprend à anticiper et optimiser. Cette régularité renforce l'efficacité de la technique et rend l'endormissement plus rapide et la récupération plus complète. Comment intégrer cette approche dans votre vie occidentale, se faisant moins flexible en termes d'horaire ? Plusieurs stratégies s'offrent à vous. Si vous travaillez depuis chez vous, programmez un créneau de 30 minutes dans votre agenda entre 13 et 15 heures. Utilisez 5 minutes pour vous préparer, 20 minutes pour la sieste effective et 5 minutes pour émerger en douceur. Traitez ce créneau comme un rendez-vous important avec vous-même. Ne le sacrifiez pas pour des tâches urgentes. Si vous travaillez en bureau, explorez les possibilités. Certaines entreprises progressistes ont des espaces de récupération où vous pourriez utiliser votre voiture. Même une micro-sieste de 10-15 minutes peut être bénéfique si 20 minutes ne sont pas possibles. Pour ceux qui ne peuvent pas faire de vraies siestes, pratiquez la méditation de récupération. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et laissez votre esprit vagabonder librement pendant 10 à 20 minutes. Bien que moins efficace qu'une vraie sieste, cette pratique active quand même le système nerveux parasympathique et offre une récupération partielle. Le week-end, expérimentez avec différentes durées et horaires pour trouver votre formule optimale. Tenez un journal de vos siestes. Durée, heure, qualité du réveil, impact sur votre énergie et votre sommeil nocturne. Chaque personne a ses particularités et il est important de personnaliser l'approche. Attention aux pièges. Évitez les siestes tardives, après 16 heures, qui pourraient interférer avec votre endormissement nocturne. Si vous avez des difficultés d'insomnie, suspendez temporairement les siestes diurnes, le temps de rétablir un sommeil nocturne de qualité. L'objectif n'est pas de remplacer un sommeil nocturne insuffisant par des siestes, mais de créer une synergie entre récupération nocturne et diurne. Pensez à votre sommeil comme un portfolio énergétique diversifié. Une base solide de sommeil nocturne, complétée par des investissements stratégiques en micro-récupération diurne. Cette approche change complètement votre relation à l'énergie et à la productivité. Au lieu de subir les fluctuations naturelles de votre vigilance, vous apprenez à les anticiper et à les optimiser. Vous n'êtes plus esclave de votre fatigue, vous devenez maître de votre récupération. Section 6. La détox digitale nocturne
libérer son cerveau des écrans. Nous touchons maintenant à l'un des défis les plus complexes de notre époque moderne, la gestion de notre exposition aux écrans avant le coucher. Si ce problème peut sembler récent, les Japonais ont développé des stratégies sophistiquées pour maintenir une hygiène digitale optimale, même dans une société la plus connectée au monde. Il est important de contextualiser. Le Japon n'est pas technophobe. Au contraire, 95% des jeunes Japonais possèdent un smartphone et le pays est à la pointe de l'innovation technologique. Mais ils ont développé une relation plus consciente et structurée avec ces technologies, particulièrement en ce qui concerne le sommeil. La science derrière les effets néfastes des écrans sur le sommeil est maintenant bien établie. La lumière bleue émise par nos smartphones, tablettes et télévisions a une longueur d'onde entre 380 et 500 nanomètres qui correspond exactement à celle que notre cerveau interprète comme le signal du jour. Cette lumière supprime la production de mélatonine, l'hormone qui régule nos cycles de sommeil-éveil, jusqu'à 23% selon les études du Harvard Medical School. Mais le problème va bien au-delà de la simple lumière bleue. Le contenu que nous consommons sur ces écrans active notre système nerveux sympathique, le système combat ou fuite, qui est exactement l'inverse de ce dont nous avons besoin pour nous endormir. Les notifications, les alertes, les contenus stimulants maintiennent notre cerveau dans un état d'hypervigilance qui peut persister des heures après avoir éteint l'écran. Une étude fascinante menée par l'Université de Tokyo a comparé les habitudes numériques nocturnes de 3000 participants. Ceux qui s'exposaient aux écrans dans les 2 heures précédant le coucher prenaient en moyenne 52% plus de temps à s'endormir et rapportaient une qualité de sommeil significativement inférieure. L'approche japonaise de ce problème est remarquablement nuancée. Plutôt que de diaboliser complètement la technologie, ils ont développé des protocoles précis pour minimiser son impact sur le sommeil tout en préservant ses bénéfices. Le concept central est celui de Digital Sunset, coucher de soleil digital. 1-2 heures avant le coucher, ils créent délibérément une transition entre leur monde digital diurne et leur sanctuaire nocturne analogue. Cette transition n'est pas brutale, mais progressive, permettant au cerveau de s'adapter graduellement. Voici comment cette transition s'articule concrètement. 2 heures avant le coucher, ils cessent toute activité stimulante sur écran. Plus de réseaux sociaux, plus de news, plus de vidéos dynamiques. 1 heure avant le coucher, ils utilisent uniquement des contenus calmes et prévisibles s'ils doivent encore utiliser un écran. Méditation guidée, musique relaxante ou lecture d'e-book avec filtre nocturne maximal. Mais la vraie sophistication réside dans ce qu'ils font à la place. Les Japonais ont préservé et cultivé des rituels nocturnes non digitaux qui enrichissent leur expérience du soir plutôt que de la simplement restreindre. La lecture de livres physiques reste très populaire, tout comme l'écriture dans un journal, la pratique de la calligraphie ou encore des exercices de respiration. Une pratique particulièrement intéressante est le brain dumping, vider son cerveau sur papier. Ils prennent 10-15 minutes pour écrire à la main, jamais sur écran, toutes les pensées, préoccupations et tâches qui encombrent leur esprit. Cette pratique a un double bénéfice. Elle libère l'espace mental et active le système nerveux parasympathique par l'acte physique de l'écriture manuscrite. L'aménagement de l'espace joue également un rôle crucial. Beaucoup de Japonais créent des zones sans technologie dans leur chambre à coucher. Pas de télévision, pas de chargeur de téléphone près du lit, parfois même un réveil analogique traditionnel à la place du smartphone. Cette séparation physique aide à créer une association mentale entre l'espace de sommeil et le repos plutôt que la stimulation. Pour ceux qui doivent absolument utiliser des écrans le soir, travail, famille à l'étranger, etc., ils appliquent des protocoles stricts. Luminosité minimale, filtre anti-lumière bleue activé au maximum, taille de police augmentée pour éviter la fatigue oculaire et surtout distance maximale de l'écran, jamais à moins de 60 cm du visage. Une innovation japonaise fascinante est l'utilisation de contenus de transition, des programmes audio spécialement conçus pour faciliter l'endormissement. Contrairement aux podcasts occidentaux souvent stimulants, ces contenus utilisent des voix monotones, des rythmes lents et des sujets délibérément ennuyeux pour induire naturellement la somnolence. Comment adapter ces stratégies à votre réalité ? Commencez par auditer votre consommation digitale nocturne. Pendant une semaine, notez exactement quand et comment vous utilisez vos écrans le soir et observez l'impact sur votre endormissement. Cette prise de conscience est souvent révélatrice. Ensuite, créez votre propre protocole de Digital Sunset.
Commencez progressivement. Si vous utilisez normalement vos écrans jusqu'au coucher, essayez d'abord de les éteindre 30 minutes avant, puis augmentez graduellement cette fenêtre jusqu'à 1 à 2 heures. Préparez des alternatives attractives. Si vous éteignez vos écrans sans rien prévoir d'autre, vous risquez de vous ennuyer et de craquer. Préparez une pile de livres qui vous intéressent, un carnet pour l'écriture ou des activités manuelles relaxantes. Investissez dans un réveil traditionnel pour pouvoir laisser votre téléphone hors de la chambre. Cette simple modification peut transformer radicalement la qualité de votre sommeil et de votre réveil. Si vous devez absolument garder votre téléphone près de vous, utilisez le mode « Ne pas déranger » avec une liste blanche très restrictive, uniquement les urgences familiales, et placez l'appareil face contre terre dans un tiroir, accessible mais pas visible. Créez des rituels de remplacement qui vous apportent autant de satisfaction que le scrolling nocturne. Un bain chaud, de la lecture inspirante, des étirements doux, de la méditation ou même de la cuisine préparatoire pour le lendemain. L'objectif n'est pas de diaboliser la technologie, mais de reprendre le contrôle sur votre relation avec elle. Les écrans sont des outils formidables quand ils servent vos objectifs, mais ils deviennent problématiques quand ils sabotent votre récupération nocturne. Rappelez-vous que votre cerveau traite l'information différemment le soir. Ce qui peut sembler divertissant ou relaxant sur le moment peut en réalité créer une activation neurologique qui perturbera votre sommeil pendant des heures. En créant des frontières claires entre votre vie digitale et votre récupération nocturne, vous offrez à votre système nerveux la possibilité de véritablement se reposer et se régénérer. Section 7. L'optimisation cervicale, révolutionnez votre support de tête. Concluons notre exploration des secrets japonais par un élément souvent négligé mais fondamental, l'oreiller. Cette pièce d'équipement sur laquelle nous passons un tiers de notre vie peut faire la différence entre un réveil frais et énergique ou une journée marquée par les tensions cervicales et la fatigue. La philosophie japonaise de l'oreiller diffère radicalement de l'approche occidentale. Là où nous privilégions souvent la mollesse et le confort immédiat, les Japonais se concentrent sur le soutien anatomique et l'alignement optimal de la colonne cervicale. Cette différence d'approche reflète une compréhension plus profonde de la biomécanique du sommeil. Pour comprendre l'importance cruciale de l'oreiller, visualisons ce qui se passe anatomiquement quand nous dormons. Notre colonne cervicale, les 7 vertèbres du cou, possède une courbure naturelle, appelée lordose cervicale. Cette courbe n'est pas accidentelle. Elle distribue optimalement le poids de la tête, environ 5 kg, et maintient l'espace nécessaire pour les nerfs, les vaisseaux sanguins et la moelle épinière. Quand cette courbure n'est pas correctement soutenue pendant le sommeil, plusieurs problèmes surviennent. Les muscles cervicaux doivent travailler toute la nuit pour essayer de maintenir un alignement correct, créant tension et contracture. La circulation sanguine vers le cerveau peut être compromise, affectant la qualité du sommeil et la récupération neurologique. Les nerfs cervicaux peuvent être comprimés, créant des douleurs qui irradient vers les épaules, les bras et même des maux de tête. Une étude remarquable menée par l'Université de médecine de Tokyo a comparé différents types d'oreillers sur une période de 6 mois avec 240 participants. Les résultats ont été spectaculaires. Les participants utilisant des oreillers de soutien cervical rapportaient 50% moins de douleurs matinales, 35% moins de réveils nocturnes et une amélioration significative de leur qualité de sommeil subjective. L'oreiller traditionnel japonais, souvent rempli de cosses de sarrasin, sobakawa, illustre parfaitement cette philosophie du soutien optimal. La cosse de sarrasin crée une surface ferme mais modulable qui épouse exactement la courbe unique de chaque cou, tout en maintenant un soutien constant. Contrairement aux oreillers moelleux qui s'affaissent sous le poids de la tête, la cosse de sarrasin conserve sa structure structurelle tout en permettant des micro-ajustements. Cette matière possède aussi des propriétés thermorégulatrices exceptionnelles. Les cosses créent des multiples poches d'air qui permettent une circulation constante, évacuant la chaleur et l'humidité. Résultat, un oreiller qui reste frais toute la nuit, contribuant au maintien de cette température optimale que nous avons évoquée précédemment. Mais au-delà du matériau, c'est la hauteur et la forme qui sont cruciales. Un oreiller trop haut force le cou dans une flexion excessive. Imaginez passer 8 heures avec le menton collé à la poitrine. Un oreiller trop bas laisse la tête s'affaisser, créant une extension cervicale qui comprime les structures postérieures du cou. La hauteur optimale dépend de votre morphologie et de votre position de sommeil préférée.
Pour les dormeurs sur le dos, l'oreiller doit maintenir la courbure naturelle du cou tout en gardant la tête dans un alignement neutre. Pour les dormeurs sur le côté, l'oreiller doit combler l'espace entre l'épaule et le cou pour maintenir la colonne cervicale parfaitement droite. Une technique japonaise fascinante pour déterminer la hauteur optimale. Allongez-vous contre un mur en position debout, la tête, les épaules et les fesses touchant le mur. Demandez à quelqu'un de mesurer l'espace entre votre cou et le mur. C'est approximativement la hauteur d'oreiller dont vous avez besoin en position allongée. Les Japonais utilisent aussi des oreillers de forme spéciale adaptés à différents besoins. L'oreiller wave ou vague présente deux hauteurs différentes. Une zone plus basse pour le sommet de la tête et une zone plus haute pour soutenir le cou. Cette conception maintient un alignement optimal, quelle que soit votre position pendant le sommeil. Certains pratiquent même l'absence totale d'oreiller, particulièrement quand ils dorment sur des surfaces fermes. Cette approche peut sembler extrême, mais pour certaines morphologies et certaines positions de sommeil, elle peut être optimale. L'idée est que, sur une surface parfaitement plane et ferme, la tête trouve naturellement sa position d'alignement. Comment évaluer et optimiser votre oreiller actuel ? Premièrement, observez votre réveil. Si vous vous réveillez avec des tensions cervicales, des maux de tête ou une sensation de raideur dans la nuque, votre oreiller est probablement inadéquat. Un test simple. Allongez-vous dans votre position de sommeil habituelle et demandez à quelqu'un de photographier votre profil. Votre colonne cervicale doit former une ligne droite naturelle. Si votre tête est trop haute ou trop basse par rapport à cette ligne, votre oreiller nécessite un ajustement. Pour une évaluation plus précise, essayez de dormir une nuit sans oreiller sur une surface ferme. Au réveil, notez les zones de tension ou d'inconfort. Elles indiquent souvent les zones où votre oreiller habituel ne fournit pas un soutien adéquat. Si votre oreiller actuel est trop mou, vous pouvez le fermir temporairement en le pliant en deux ou en ajoutant une serviette roulée à l'intérieur de la taille. S'il est trop ferme, ajoutez une fine couche de matériau plus moelleux par-dessus. Pour ceux qui veulent investir dans un oreiller de qualité japonaise, recherchez des modèles en cosse de sarrasin véritable, en latex naturel dense ou en mousse à mémoire de forme ferme avec des zones de soutien cervical. Évitez les oreillers trop volumineux ou trop moelleux, même s'ils semblent confortables au premier contact. Une innovation intéressante adaptée de la tradition japonaise. L'oreiller modulable. Ces oreillers permettent d'ajouter ou retirer de matériaux pour ajuster précisément la hauteur selon vos besoins. C'est particulièrement utile car vos besoins peuvent évoluer avec l'âge, les changements de poids ou même les saisons. N'oubliez pas que l'adaptation à un nouveau type d'oreiller peut prendre quelques nuits. Votre cou s'est habitué à compenser les défauts de votre ancien oreiller et il faut du temps pour que les muscles se réajustent à un soutien optimal. L'investissement dans un oreiller de qualité est l'un des plus rentables que vous puissiez faire pour votre santé. Considérez que vous passerez environ 2500 heures par an la tête posée sur cet oreiller, soit l'équivalent de plus d'un emploi à temps plein. Un oreiller qui maintient un alignement optimal peut transformer non seulement votre qualité de sommeil, mais aussi votre bien-être général et votre énergie quotidienne. Nous voici arrivés au terme de notre voyage dans les secrets du sommeil japonais. Ce que nous avons découvert n'est pas seulement une collection de techniques isolées, mais un système intégré qui aborde le sommeil de manière holistique, combinant science moderne et sagesse traditionnelle pour créer les conditions optimales de récupération nocturne. Récapitulons les 7 piliers que nous avons explorés et leur impact cumulé sur votre qualité de sommeil. Premièrement, la régulation thermique. Maintenir votre chambre entre 16 et 18 degrés Celsius pour faciliter le processus naturel de refroidissement cérébral nécessaire au sommeil profond. Cette simple modification peut réduire votre temps d'endormissement de 25% et augmenter votre temps de sommeil réparateur de 13%. Deuxièmement, l'optimisation de la surface de sommeil. Privilégiez la fermeté qui soutient votre alignement spinal plutôt que la mollesse qui vous fait flotter dans une position non anatomique. Cette transition peut éliminer jusqu'à 50% de vos réveils nocturnes et transformer vos matins. Troisièmement, le rituel thermique de l'ofuro. Utilisez un bain chaud suivi d'un refroidissement naturel pour amplifier votre signal circadien d'endormissement.
Cette technique peut réduire votre délai d'endormissement de 36% en exploitant les mécanismes naturels de votre corps. Quatrièmement, la révolution mentale. Transformez votre relation à la fatigue d'un état à combattre vers un signal à respecter. Cette transformation psychologique active votre système nerveux parasympathique et facilite la transition naturelle vers le sommeil. Cinquièmement, la maîtrise de la micro-récupération. Intégrez des siestes stratégiques de 20 minutes pour compléter et optimiser votre sommeil nocturne, plutôt que de vous acharner sur un nombre d'heures nocturnes rigide. Sixièmement, la détox digitale nocturne. Créez des frontières claires entre votre stimulation digitale diurne et votre récupération nocturne, en remplaçant les écrans par des rituels apaisants qui préparent votre cerveau au repos. Septièmement, l'optimisation cervicale. Choisir un oreiller qui soutient réellement votre anatomie, plutôt qu'un simple confort superficiel, éliminant ainsi les tensions et douleurs qui fragmentent votre sommeil. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est la synergie entre ces éléments. Chaque technique amplifie l'efficacité des autres, créant un effet cumulatif qui peut littéralement transformer votre relation au sommeil et, par extension, votre qualité de vie globale. Mais, je sais qu'implémenter 7 changements simultanément peut sembler intimidant. C'est pourquoi je vous propose une approche progressive sur 4 semaines. Semaine 1. Concentrez-vous sur la température. Réglez votre chambre entre 16 et 18 degrés Celsius et observez l'impact sur votre endormissement et vos réveils nocturnes. Semaine 2. Ajoutez le rituel du bain chaud 90 minutes avant le coucher. Expérimentez avec la température et la durée pour trouver votre formule optimale. Semaine 3. Implémentez votre détox digital nocturne. Commencez par éteindre vos écrans 1 heure avant le coucher et remplacez cette activité par quelque chose d'apaisant qui prépare votre cerveau au repos. Quatrièmement, évaluez votre oreiller et votre surface de sommeil. Faites les ajustements nécessaires pour optimiser votre soutien corporel. Une fois ces bases solides établies, vous pourrez raffiner avec les siestes stratégiques et continuer à développer votre nouvelle relation mentale avec la fatigue et le repos. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais l'amélioration progressive et durable. Chaque petit changement vous rapproche de cette expérience de réveil naturel, reposé et énergique que vivent quotidiennement des millions de Japonais. Votre défi personnel. Choisissez une technique que vous allez tester dès ce soir. Laquelle résonne le plus avec votre situation actuelle? Laquelle semble la plus facilement implémentable dans votre contexte de vie? Partagez votre choix en commentaire. Cela créera un engagement personnel et permettra à notre communauté de se soutenir mutuellement dans cette transformation. Je lirai personnellement chaque commentaire et j'y répondrai avec des conseils personnalisés si nécessaire. Et si cette exploration des secrets du sommeil japonais vous a apporté de nouvelles perspectives, partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre entourage qui est fatigué d'être fatigué. Ensemble, nous pouvons transformer notre culture du sommeil et aider chacun à retrouver cette énergie naturelle et stable qui est notre droit de naissance. Le sommeil n'est pas un luxe ou une perte de temps. C'est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre santé, votre performance, votre humeur et votre bien-être général. En appliquant ces principes japonais validés par la science moderne, vous ne vous contentez pas d'améliorer vos nuits, vous transformez vos jours. Votre voyage vers un sommeil véritablement réparateur commence maintenant. Bonne nuit et excellent réveil.